Salut! Aujourd'hui, je te propose une vidéo au sujet des reprises. Je voulais notamment aborder certaines questions, à savoir en quoi celles-ci sont nécessaires dans l'histoire de la musique et en quoi elles comportent un intérêt artistique et créatif. Je comptais aussi aborder les questions de l'appropriation culturelle de la musique des Noirs par les Blancs et aussi le problème de la nostalgie. Allez, c'est parti! À partir des années 80 jusqu'aux années 2000, on taclait sévèrement les artistes qui faisaient des reprises, car le public s'attendait à des créations originales. Les opinions les plus couramment répandues étaient que les artistes ne savaient plus inventer de nouvelles chansons, qu'il existait une pénurie d'auteurs-compositeurs, on y percevait une sorte d'opportunisme un peu facile. En réalité, d'un point de vue objectif, on faisait encore davantage de reprises dans les années 50 à 70. À cette époque, la reprise était une institution et faisait office d'apprentissage. C'était un peu une sorte de conservatoire pour apprendre le métier de compositeur. Même les Rolling Stones, considérés comme l'un des groupes les plus novateurs dans l'histoire de la musique, a débuté sa carrière par des albums uniquement composés de reprises. Dans le premier opus des Beatles, 6 chansons sur 14 sont des reprises. Dans le premier album éponyme de Bob Dylan, la grande majorité des titres sont des reprises de chansons folk. Seulement 2 chansons sont des créations originales. Idem pour Elvis Presley. Ses premiers albums ne comportaient quasiment que des reprises. Les reprises n'ont donc pas toujours eu cette connotation péjorative d'artistes en mal d'inspiration ou seulement en quête de facilité commerciale. En fait, on considère que ce sont les Beatles qui ont inventé le métier d'auteur-compositeur et qui ont rendu has-been la reprise. Par la suite, les artistes ont été obligés d'écrire des chansons originales s'ils voulaient vraiment durer dans le métier. Néanmoins, les albums de reprise n'avaient pas totalement disparu. Sauf que par la suite, les groupes en ont plutôt fait lorsque leur carrière était déjà bien établie. Par ailleurs, même si les Beatles et les Rolling Stones ont fait énormément de reprises à leur début, leurs plus gros tubes sont tout de même des créations originales. À ses débuts, Bob Dylan a exprimé son souhait de faire des albums entiers de reprises. Néanmoins, s'il s'en est abstenu pendant longtemps, c'est parce qu'il avait peur de décevoir son public, car celui-ci l'appréciait avant tout pour ses propres textes. De même, je crois que si l'album de reprise de Standard du rock'n'roll par John Lennon a été un échec commercial, c'est parce que les chansons qu'il a écrites sont devenues tellement iconiques que sa personnalité artistique était devenue indissociable de ses qualités d'auteur-compositeur. De même, on sait bien que si Jean-Jacques Goldman avait sorti un album entier de reprises, cela n'aurait pas intéressé le public. Par ailleurs, le rap doit être le seul genre musical dans lequel la reprise est quasiment inexistante. La seule reprise que je connais, c'est Ma Benz du groupe Brigitte. Et encore, ce sont même pas des rappeuses. Dans le rap, on considère que le rappeur est lui-même l'auteur de ses propres textes, sinon il n'est pas crédible. Par ailleurs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, faire des reprises ne constitue pas toujours une solution de facilité avantageuse commercialement. Au contraire, les artistes font bien plus d'argent avec des créations originales, puisqu'ils peuvent toucher des droits d'auteur et vendre des partitions avec. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston ne lui a pas rapporté énormément d'argent. Bien qu'étant la chanson la plus vendue dans l'histoire de la musique, la chanteuse n'a jamais touché la moindre royalty dessus. Enfin, si les Rolling Stones se sont mis à écrire leurs propres chansons, c'est parce que leur maison de disques, en voyant l'exemple des Beatles, a compris qu'on pouvait se faire plus d'argent grâce à des chansons originales. Dès lors, elle leur a tapé dans le dos pour qu'ils puissent pondre des tubes. Néanmoins, bien qu'étant un auteur-compositeur reconnu, Renaud a sorti pas moins de 5 albums entiers de reprises. Même après une longue carrière bien établie et un statut de songwriter incontesté, Bob Dylan a fait des albums entiers de reprises dans les années 90. Des groupes estimés tels que les Beatles, les Rolling Stones ou encore plus tard UB40 se sont beaucoup investis dans les reprises. Et encore des artistes tels que Cat Power, Nina Simone ou Ella Fitzgerald ont fait des albums entiers de reprises sans que le public en ait eu à se plaindre. Quelles peuvent donc être les raisons qui poussent les artistes à faire des reprises si celles-ci ne garantissent pas le succès commercial ? Eh bien tout d'abord, la reprise est l'occasion pour l'artiste d'écrire son nom dans l'histoire de la musique et de s'inscrire dans une tradition. Ensuite, la reprise peut très bien s'inscrire dans une démarche altruiste. Parfois, celle-ci est l'occasion pour un artiste de faire découvrir ou de faire redécouvrir un patrimoine de chansons au public. Par exemple, Bryan Ferry a débuté sa carrière solo en faisant un album entier de reprises de chansons datant des années 30 à 60. En 2002, dans son album Entre deux, Patrick Bruel reprend des chansons anciennes datant des années 30 à 50. Par ailleurs, si David Bowie décida de consacrer un album entier de reprises à des artistes des années 60, c'était pour que le public puisse reconsidérer certaines chansons du passé au succès éphémère, certaines chansons sous-estimées et qui n'auraient peut-être pas bénéficié de toute l'attention qu'elles auraient méritée.
Dans son album Imposteur, Julien Doré adopte la même démarche en reprenant des chansons de L5 et de Camaro. Il reprend des chansons qui sont jugées de mauvais goût pour les élever au rang de bon goût. Ainsi, la reprise permet d'apporter un éclairage nouveau sur une chanson, de la faire redécouvrir sous un nouvel angle. Désormais, le phénomène des reprises s'est amplifié grâce aux réseaux sociaux et aux télécrochets. Si, entre les années 70 et 90, les artistes reprenaient des chansons de plus de 5 ans d'ancienneté, de nos jours, les jeunes artistes reprennent les tubes du moment, afin de surfer sur la popularité récente de certains titres, pour augmenter leur visibilité sur les réseaux sociaux. Néanmoins, faire des reprises n'est pas forcément un choix facile pour un jeune artiste qui souhaiterait se faire connaître. La preuve est que sur l'ensemble des candidats dans les télécrochets et des artistes qui publient des covers sur YouTube et TikTok, beaucoup d'entre eux ne parviennent pas à sortir du lot. Si cela était aussi simple que ça que de percer avec une reprise, cela se saurait. En réalité, cela peut devenir difficile pour un artiste de se démarquer, car on trouve énormément de contenu sur Internet. Dès lors, comment être original en faisant une reprise ? S'il existe bien un artiste qui a été très fort pour ça, c'est Shawn Mendes, puisqu'il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux Vine avec des extraits de cover de seulement 6 secondes. Il s'agit d'être créatif. Il faut trouver les moments particuliers d'une chanson et les faire ressortir dans les centaines de milliers d'autres utilisateurs de l'application. C'est ce que j'ai essayé de faire, c'est assez cool. Faire une reprise ne consiste pas à imiter le style de la chanson originale, mais à en reprendre des éléments essentiels dessinés par le compositeur en les adaptant ou en les transformant. La reprise n'est digne d'intérêt que si elle transcende la version originale et parvient à s'en différencier. L'artiste doit s'approprier la chanson, la personnaliser, y apporter sa touche et sa sensibilité, sans quoi la reprise ne serait qu'une reproduction servile, une copie sans âme de la chanson initiale. Par ailleurs, la reprise s'avère plus pertinente lorsque la chanson est ancienne ou méconnue, et non pas lorsqu'il s'agit d'une œuvre trop récente ou trop connue. C'est ainsi que l'interprète en vient à mettre en avant sa personnalité grâce à un morceau déjà existant, et non pas à se cacher derrière un tube qui a déjà fait ses preuves, et faire une cover de manière purement opportuniste. Surtout que faire une reprise n'est pas dénué de risques, car le public pourra toujours préférer l'original. Et en effet, il arrive que les reprises soient pires que les originales, et qu'on aurait pu aisément s'en passer. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Then later, when it gets dark, we go home. Et encore, je ne citerai pas tous les artistes yéyés dont Claude François fait partie, dont les reprises ne valent en aucune façon l'original à mon avis, mais qui sont tout de même adulées par l'ensemble de ses fans. Par rapport à l'original, la reprise se différencie par le style d'interprétation du chanteur et par l'arrangement. Le rôle de l'arrangeur devient crucial car la composition est déjà donnée. On oublie trop souvent que certains arrangeurs ont pu transformer certaines chansons en tubes. Par exemple, citons George Martin pour les Beatles et Quincy Jones pour Michael Jackson. En France, l'arrangeur Yvan Cassar a collaboré avec de nombreux artistes. Le rôle de l'arrangeur est complémentaire de celui du compositeur, car il orchestre la mélodie et l'accompagnement harmonique conçus par le compositeur. Disons qu'il polie les matières brutes fournies par le compositeur et peut en venir à modifier totalement l'aspect de la chanson initiale. Il crée une atmosphère sonore et apporte un plus indéniable à la chanson originelle. D'ailleurs, la reprise s'accompagne souvent d'un changement de style musical assez radical. Sans doute, beaucoup de chansons ne sont pas devenues des tubes, faute d'un arrangement approprié. Parfois, la reprise adopte une expression opposée à la chanson initiale. Par exemple, la version All Apologize de Sinéad O'Connor est beaucoup plus aérienne, beaucoup plus éthérée que celle de Nirvana. Dans certains cas, les reprises ralentissent le tempo. D'ailleurs, on considère que c'est le groupe Vanilla Fudge qui a initié la tendance des reprises au ralenti, notamment avec leur premier album éponyme, comprenant uniquement des reprises de divers groupes tels que les Beatles, les Supremes et bien d'autres encore. À leur suite, beaucoup d'artistes vont ralentir la cadence de leurs reprises. Par exemple, Joe Cocker avec son titre With a Little Help from My Friends et le groupe Nazareth avec Morning Dew. A l'inverse, certains artistes choisissent d'augmenter le tempo. Par exemple, Hound Dog de Big Mama Thornton par Elvis Presley, I Wish I Would de Billy Boy Arnold par les Yardbirds, ou encore Louie Louie de Richard Berry and the Pharaohs par les Kingsmen. Ces versions donnent un son plus rock, un caractère plus sec et énergique, à des chansons qui étaient à la base plutôt sensuelles et paisibles.
Dans le même ordre d'idée, la reprise de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan par les Byrds va remplacer des instruments acoustiques par des instruments électriques. Par ailleurs, si certaines reprises sont devenues des tubes mondialement célèbres, c'est grâce aux performances vocales de leurs interprètes. Grâce à leur reprise, les chanteuses Mariah Carey, Whitney Houston et Lauryn Hill sont devenues les grandes prêtresses de la soul music. Ou encore, que dire de la reprise du titre The House of the Rising Sun par le groupe The Animals, immortalisé par la prestation vocale d'Eric Burdon. Cette chanson a été reprise de nombreuses fois, mais c'est cette version qui est devenue la plus célèbre et qui a fait de ce groupe de véritables vedettes. Faire une reprise est souvent l'occasion pour l'interprète de miser davantage sur ses performances vocales. À ce sujet, Bruce Springsteen s'est confié que faire un album de reprise lui a permis de davantage se focaliser sur sa voix. Sur l'album Impostor de Dave Gahan, les chansons sont plus mélodieuses et la voix du chanteur est beaucoup plus mise en avant. D'une manière générale, la musique est plus centrée sur le chant. Cela permet aux artistes de mettre de côté leur travail d'auteur-compositeur pour se challenger au niveau de la voix. Il faut rappeler que Mariah Carey, la grande diva sale aux capacités vocales dignes d'une chanteuse opéra, s'est érigée en véritable spécialiste des reprises. Et que ce n'est pas pour rien que Dolly Parton a voulu que Patti LaBelle puisse reprendre sa chanson I Will Always Love You, car celle-ci faisant partie des meilleures vocalistes, elle aurait pu y apporter un réel coup de pouce et la propulser à la tête des charts. Parfois, certaines reprises surpassent en notoriété l'original, qui était alors passé inaperçu et ne parvenait pas à atteindre le succès escompté. La version originale de Killing Me Softly a tellement peu convaincu les producteurs qu'ils avaient décidé de la vendre à la compagnie American Airlines afin qu'ils puissent l'inclure dans leur playlist audio. De même, la version originale des Badfinger de Without You n'a pas rencontré énormément de succès. C'est en fait Harry Nilsson qui va populariser cette chanson avant que Mariah Carey ne s'en empare. Idem pour I Will Always Love You de Dolly Parton, qui a rencontré un succès relativement modeste à sa sortie. Recontextualisée dans le film The Bodyguard, cette chanson se retrouve sacralisée par Whitney Houston. La reprise a tellement transformé la chanson initiale, elle en est à 1000 lieues. Certaines reprises réinventent totalement l'œuvre originale, tellement qu'on ne parvient plus vraiment à les reconnaître. Dans l'album Medusa d'Annie Lennox, il y a des standards qui se retrouvent littéralement métamorphosés et qui ont pris un sacré coup de jeune. Faire une reprise, cela consiste souvent à vouloir améliorer l'original, si ce n'est de dépoussiérer des chansons dont l'aspect a mal vieilli. Parfois, certains auteurs-compositeurs veulent redonner une seconde chance à un titre qui n'a pas fonctionné, et en viennent à le refiler à un autre artiste pour qu'il en fasse quelque chose. Ainsi, avant que Torn de Nathalie Imbruglia ne devienne un hit international, cette chanson avait déjà fait l'objet d'une adaptation par une chanteuse danoise et par un groupe de rock alternatif américain méconnu et qui a eu une durée d'existence assez courte. Cette chanson était alors passée inaperçue. C'est en fait l'un des auteurs-compositeurs de ce titre qui a demandé à Nathalie Imbruglia d'en enregistrer une nouvelle version. De même, la chanson No More I Love Yous est devenue un tube grâce à Annie Lennox, alors qu'au début celle-ci était destinée au groupe Lover Speaks, qui était à la base un groupe produit par Dave Stewart, mais qui est très vite tombé aux oubliettes. Enfin, j'avais bien envie de consacrer ma vidéo à cette question de l'appropriation culturelle, car on a souvent accusé les artistes blancs d'avoir pillé l'héritage musical des Noirs. Et je souhaitais tenter de rétablir certaines vérités à ce sujet. Car si la musique appartient à tout le monde, il faut rappeler que la ségrégation raciale aux États-Unis a eu un impact sur l'industrie musicale, et que pendant longtemps, les blancs et les noirs n'écoutaient pas les mêmes radios, et que les artistes noirs ne bénéficiaient pas de la même reconnaissance que les artistes blancs. Il est vrai que certains artistes blancs ont repris des titres chantés par des noirs pour en tirer des bénéfices à leur détriment, tant aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. Sans doute beaucoup de gens ignorent que Claude François a énormément adapté les tubes d'afro-américains. Et pas que d'ailleurs, il a aussi adapté les titres des Beatles et des Bee Gees. Et puis il a aussi repris les concepts des Claudettes, Ike Turner et ses Ikeettes. De même, certains titres de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou encore Dick Rivers sont en fait des adaptations de tubes d'afro-américains. Si les artistes yéyés ont importé des classiques de la musique afro-américaine, c'est parce qu'à cette époque, il existait un réel engouement des Français pour les groupes de musique américains. Malheureusement, on peut considérer que leur démarche s'inscrit dans une logique opportuniste et bassement vénale, que c'est de la pure récupération commerciale. Le plus drôle, c'est quand M. Pokora consacre un album entier de reprises à Claude François en 2016, tout en laissant dans l'ignorance le public que ces reprises sont déjà elles-mêmes des adaptations d'artistes afro-américains. Certes, Claude François n'a jamais caché son admiration pour les artistes afro-américains. Tout simplement, à l'opposé des Rolling Stones, qui se servaient des reprises comme point de départ afin d'élaborer leur propre style musical et d'écrire leurs propres chansons, la reprise chez Claude François ne s'inscrivait pas dans une démarche créatrice.
car le chanteur se contentait juste de reproduire de manière servile les chansons originales, sans y apporter la moindre valeur ajoutée. Pour preuve, Claude François s'est rendu aux États-Unis afin d'enregistrer ses titres, afin de reprendre exactement les mêmes arrangements que les versions originales. Enfin, des groupes tels que les Beatles et les Rolling Stones, ou encore Elvis Presley, ne se sont jamais cachés du fait qu'ils faisaient des reprises. Ils citaient leurs références. En France, le chanteur Hugo Frey mentionne très clairement dans le titre de son album qu'il s'agit d'adaptation de Bob Dylan. A l'inverse, beaucoup de fans de Claude François et des autres artistes yéyés devaient sans doute ignorer qu'il faisait des reprises, et croyaient sans doute qu'il s'agissait de créations originales. Maintenant, je vais relativiser, car tous les rapports entre les artistes blancs et les artistes noirs n'ont pas toujours été basés sur des rapports d'oppression. Parfois, des liens de solidarité et de fraternité se sont créés entre les communautés raciales aux États-Unis. Par exemple, des artistes blancs ont pu reprendre des chansons d'Afro-Américains et ont pu ainsi établir des crossovers. Citons entre autres Elvis Presley, les Rolling Stones, Bob Dylan, The Animals. Eric Burdon, le chanteur du groupe, a justifié les reprises d'artistes noirs par les groupes de rock blancs ainsi. La meilleure chose avec les Animals, c'est que nous, les Stones et Alexis Corner, avons aidé à préserver la culture noire américaine plutôt que de laisser les maisons de disques la jeter aux poubelles de la culture. En retour, des artistes afro-américains faisaient des reprises d'artistes blancs afin de conquérir un plus large public. Par exemple, Otis Redding a repris la chanson Satisfaction des Rolling Stones et Muddy Waters a repris la chanson Let's Spend the Night Together du même groupe. On connaît tous aussi les reprises de Eleanor Rigby et Yesterday des Beatles par Ray Charles. Quant à Ella Fitzgerald, elle consacre un album entier aux chansons de Cole Porter, et les Supremes reprennent les grands classiques de Rodgers and Hart. Il faut aussi rappeler que Ray Charles a consacré un album entier à des reprises de musique country, et que dans leur album The Supremes Sing Country, Western and Pop, la moitié des titres sont des reprises de chansons country. À l'époque, c'était mal vu par les critiques musicaux noirs lorsque les artistes noirs reprenaient de la musique écrite par les blancs, notamment de la country et des chansons de comédie musicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, le public noir ne voulait pas écouter de la musique country, parce que c'était considéré comme étant la musique des oppresseurs. Et en ce qui concerne les comédies musicales, on a souvent reproché aux musiciens noirs de vendre leur âme au pouvoir économique blanc. Par la suite, dans les années 90, les crossovers entre artistes blancs et artistes noirs ont continué. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dolly Parton qui voulait transmettre sa chanson à Patti LaBelle avant que Whitney Houston la reprenne finalement. Et puis la chanteuse de R&B Mariah Carey a repris des vieilles chansons rock telles que Without You, Open Arms ou encore Against All Odds. Malgré l'intérêt que les reprises peuvent comporter d'un point de vue artistique, il existe tout de même certains travers négatifs à cette pratique. Dans les années 2010, les albums de reprises sont revenus en force, surtout en France, mais aussi à l'international. Déjà en 2008, l'album de reprise Soul du chanteur Seal a été numéro 1 des ventes en France, tandis que le premier album de Birdie, sorti en 2011, était uniquement composé de reprises. Dès lors, peut-on parler d'un retour à une période rétrograde de l'histoire de la musique ? La question que je souhaiterais poser est à savoir s'il n'existerait pas un risque de nos jours à ce qu'il y ait trop d'albums de reprises au détriment des créations originales. Alors évidemment, cela dépend en bonne partie de la manière avec laquelle on envisage la reprise. Comme je l'ai déjà suggéré auparavant, on peut très bien innover à partir d'une chanson existante. Néanmoins, je crois que le danger est de succomber, tant du côté du public que de l'artiste, à une tendance nostalgique ou passéiste, qui n'a en fait rien à voir avec la fameuse Madeleine de Proust, comme ça a été le cas par exemple pour John Lennon et son album de reprise Rock'n'Roll, qui rend hommage aux titres qui ont formé sa jeunesse. Ou encore à l'album Imposteur, dans lequel Julien Doré fait revivre toutes les chansons qui ont bercé son enfance. Ou bien l'album Vise le ciel ou Bob Dylan revisité, que Francis Cabrel consacre à Bob Dylan, sa source d'inspiration majeure. Il est vrai que les reprises s'apposent parfois dans le parcours de certains artistes en mal d'inspiration, qui s'en servent alors pour continuer à occuper le terrain. Disons que la nostalgie n'est pas mauvaise en soi, puisqu'elle permet aussi d'opérer un retour aux sources salutaire. Néanmoins, des disques tels que Génération Goldman, La Bande Renault et Balavoine ne s'inscrivent malheureusement pas dans cette démarche, et ne comportent rien d'intéressant en soi. Parce que ce sont des tubes qui sont déjà connus du grand public et qui ont déjà fait leurs preuves. Dans le fond, ces albums ne s'adressent qu'à un public nostalgique, peu enclin à la nouveauté. D'abord, il y a la nostalgie de la génération X, chez qui l'écoute de ces chansons va très certainement rappeler des souvenirs. Mais aussi la nostalgie de la génération Z, qui va se mettre à fantasmer sur une époque qu'elle n'a pas connue, et qui semble plus facile que celle qu'elle vit actuellement. Dès lors, le danger pour cette génération est de se couper des réalités. De toute évidence, ce genre d'album a été conçu dans une logique purement opportuniste, afin de mélanger les générations et les différents types de publics.
Ils permettent notamment aux jeunes artistes de profiter pleinement de la réputation de ceux dont la carrière est déjà bien établie, afin d'élargir leur cœur de cible. Je crois que l'industrie musicale peut s'enfoncer dans un cercle vicieux, dans la mesure où la nostalgie nous maintient dans une zone de confort. Pour moi, là est le véritable problème. Et toi, qu'en penses-tu de tout ça? Je t'invite à donner ton avis dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo si celle-ci t'a plu. Enfin, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin d'être prévenu de mes prochaines publications. Sur ce, je te dis à bientôt.